Anna Bélier ensuite. J'ai pas grand-chose à dire sur cette chronique. Anna Bélier. Hop. 10 minutes. Oh là, ça peut être un peu raide. Hein. On va voir. Et les midis, c'est reparti. Encore 40 minutes de joie. À 13h, comme promis, on discutera avec Vincent Lindon. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Hier, Emmanuel Macron a reçu officiellement sous la coupole le nouveau dictionnaire que viennent d'achever les académiciens après des décennies de travail. Le 4e et dernier tome de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie est publié chez Fayard. Et pour la première fois, le texte intégral est également accessible en ligne. Mais depuis sa sortie, les critiques fusent. Alors à quoi sert ce dictionnaire? Les académiciens sont-ils en capacité de saisir les évolutions de langage de l'époque? C'est le dossier du point culture du jour. Anna Bélier, bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste, vous avez signé avec d'autres dans Libération une tribune qui dénonce notamment la vision passéiste de la langue que peuvent avoir les académiciens. Quand on prépare un dictionnaire pendant 90 ans, est-ce qu'il n'est pas de fait incohérent? Effectivement, donc l'Académie est contente d'avoir fini le travail et de publier le 4e volume. Donc c'est depuis 1935 qu'il n'y avait pas eu de mise à jour du dictionnaire. Et effectivement, on voit que le dernier volume intègre quelques mots d'informatique, ce qui n'était pas le cas des volumes précédents. Alors pour les volumes précédents, effectivement, il y a une petite différence entre ce qui est en version papier, ou par exemple le mariage. Tu vois que du coup, quand ils mettent wokisme, pour eux c'est pertinent. Numérique, donc sur le site, puisque un des intérêts du portail de l'Académie française, c'est qu'on a accès aux différentes éditions en ligne depuis le XVIIe siècle. Donc on voit l'évolution des graphies, l'évolution des sens. Donc par exemple, mariage, union légitime de deux personnes, après dans les conditions prévues par la loi, ça a été mis à jour très récemment en 2024. Tout comme le féminin des noms, puisque pendant des années, et encore dans la version papier qui, je crois, est mis encore en vente, ministre, c'était nom masculin comme juge. Et donc, c'est très récemment. Alors là-dessus, sur cette féminisation des noms, d'ailleurs, c'est assez cocasse, parce que pendant quand même des années, les académiciens se sont refusés à féminiser ces noms-là. Du coup, les tomes n'ont pas été repris. Ça, c'est vrai que c'est une bonne donnée, parce que du coup, les anciens tomes pas repris. Donc dev sur la féminisation. Pas actuel du tout. Oui, jusqu'en 2019. Oui, c'était vraiment ils étaient vraiment très en retard par rapport à l'évolution de la société et par rapport aux autres dictionnaires qui mettaient à jour leur définition et par rapport à l'usage, et surtout dans les autres pays francophones. Alors à quoi il sert justement ce dictionnaire-là? Vous évoquiez les autres dictionnaires, on a la chance d'avoir de nombreux dictionnaires disponibles, avec d'ailleurs beaucoup plus d'entrées que celui de l'Académie française. À quoi il sert celui-là en particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier? On pensait que ça permettrait à l'Académie de tourner la page et de reconnaître que la lexicographie, c'est devenu un travail professionnel et qu'effectivement, le grand Robert, c'est 100 000 mots, le Wiktionnaire, c'est 400 000 mots. Le dictionnaire sert à nous rendre compte qu'ils sont nuls et que des gens font mieux le travail. Le précédent, c'est 53 000 mots, c'est quand même assez peu. Et en plus, il est cher, puisqu'en version papier, ce sera 350 €. Donc, le total, 350. C'était que c'était la marque d'un achèvement, et c'est intéressant de pouvoir comparer les différentes éditions en ligne. On voit comment les mots évoluent, mais on pensait que ça pourrait être l'occasion pour l'Académie française de se poser la question de son rôle et de peut-être se donner une autre mission que de commencer encore en commençant à la lettre A une 10e édition, ce qu'elle semble être en train de faire. Et son rôle pourrait être, par exemple, de remettre en route la rationalisation de notre orthographe, puisque elle s'est arrêtée en 1990 et que notre orthographe actuelle est encore plein. Lexicographie, c'est l'étude des mots. Les gens font le dictionnaire. Pleine de fausses lettres étymologiques. Donc, ce serait un bon rôle pour l'Académie avec d'autres institutions francophones, puisque maintenant, un des problèmes aussi du dictionnaire de l'Académie française, c'est qu'il est plus français que représentatif des usages des autres pays. Et concernant la grammaire, quel rôle il a ce dictionnaire-là ?
L'Académie française n'a jamais fait de grammaire, sauf en 1932, mais c'était une petite chose et qui a été très vite décriée. Je l'ai. Alors, dans le dictionnaire, il y a des catégories grammaticales. Donc, par exemple, pendant longtemps, c'était marqué substantif. Donc, depuis 1935, je crois, c'est marqué nom. Donc, c'est des catégories un peu plus modernes. Mais par exemple, la catégorie déterminant, qui est enseignée dans les écoles depuis les années 80, elle figure pas associée au mot dans le dictionnaire. Donc, son, le possessif qui a été mis à jour récemment, il est toujours adjectif et pas déterminant. Le conditionnel est considéré comme un mode et pas comme un temps. Donc, c'est un peu trompeur pour les enseignants qui voudraient l'utiliser parce que ça correspond pas aux catégories grammaticales enseignées. Ça, c'est intéressant. Oui, et c'est pas seulement la grammaire, c'est aussi le sens des mots. Par exemple, stylé, là, c'est un mot vraiment récent du dictionnaire de l'Académie. Stylé, d'après l'Académie, ça se dit pour un employé de maison, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ajouté un sens contemporain, comme quand on voit dans les dictionnaires les différents sens selon les époques. Là, ils se sont arrêtés à cet employé de maison. On se demande bien pourquoi, puisque c'est un mot récent. Mais personne n'utilise le dictionnaire de l'Académie. Comme mail, ça a été fait. Même pas en France. Quelques années, mais mail, qui doivent prononcer mail, c'est un petit marteau. Donc même des mots qui sont courants, on va être quand ils y sont, voilà, souvent ils y sont pas, mais quand ils y sont, voilà, la définition est quand même à prendre avec précaution. En fait, ce qu'on comprend quand vous parlez, c'est que finalement ces académiciens-là, ils sont pas en capacité aujourd'hui d'écrire un dictionnaire. Il faut peut-être rappeler que parmi eux, il y a qu'une seule linguiste, et c'est Barbara Cassin. Oui, de toute façon, ils sont assez peu nombreux à participer aux travaux sur le dictionnaire. L'essentiel est fait par des professeurs agrégés qui sont recrutés en tant que tels. Et d'ailleurs, ce sont des personnes dont on aimerait bien connaître le nom, qui sont un peu invisibilisées. Donc, il y a des personnes qui font le travail, mais voilà, ça peut pas rivaliser avec les grandes entreprises lexicographiques comme Robert, Larousse ou les offices de terminologie. Par exemple, ça va rien. Québec Terme, c'est 3 millions de mots. Donc, voilà à quoi ça sert de rivaliser avec ceux qui font le travail. Ah oui, alors justement, est-ce qu'il y a des équivalents ailleurs de ce dictionnaire de l'Académie française, je veux dire en Europe ou dans le monde ? Alors, il y a d'autres pays d'Europe qui ont des académies qui sont des fois faites sur le modèle de l'Académie française. Enfin, la première, c'est l'Accademia della Crusca pour l'italien. Donc, il y a une Académie royale espagnole, une académie en Suède. Et ces académies ont parmi leurs membres des linguistes et des grammairiens. Donc, ces académies font des grammaires et des dictionnaires et les mettent à jour plus souvent. Voilà, il y a d'autres académies qui font un travail sur la langue avec des grandes grammaires qui est dans live discussion. Donc l'Académie a un rôle, par exemple, pour les prix littéraires, voilà, où pourrait avoir ce rôle de réflexion sur l'orthographe, puisqu'on voit bien en ligne qu'elle note plusieurs graphies. Les mots ont beaucoup changé de graphie, en fait, au fil des siècles, on a tendance à l'oublier. Bien, merci beaucoup, Anna Bélier. Au revoir, merci. Finito ? Bon, c'était assez succinct. Lalie Aveyron. Édition abonnée de L. On n'aura rien. Non. Gaz Cassirus. De toute façon, ça va être la même chose, non ? Alors attendez. Le candidat pour devenir le nouveau dirigeant de l'institution. L'un des deux hommes de lettres remplacera Hélène Carrère d'Ancos, disparue. Ah oui, non, mais ça, c'est un vieux truc, ça. Alors oui, on avait eu peut-être d'autres trucs entre-temps. On avait eu le bail sur hétérosexuel qu'on avait trouvé entre-temps. Évidemment. Je fais West France juste après. Encore une fois, Gaz Cassirus, qui va beaucoup nous faire rire et qui a été trouvé pas mal d'exemples pertinents. Nous dit définition d'hétérosexuel, voilà. Implicitement, cette définition d'hétérosexuel dit que l'homosexualité n'est pas naturelle, analyse de spécialiste. Effectivement, c'est scandaleux. Et c'est factuellement, scientifiquement faux, blablabla. Donc ça, je le note, parce qu'effectivement, ça, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Je conçois qu'il est dur de faire un dictionnaire, mais il faut être sérieux. Et c'est validé par le président de la République. Ouais, ça, j'aime bien ce truc. Moi, j'aime bien ce truc. Ouais, on prend la liste juste après. Aurore Vincenti, linguiste du corps et de la sexualité, va plus loin. Pour elle, dire que l'hétérosexualité naturelle est un discours politique. Ouais. Bah, tout ça, je vais reprendre et clairement, je vais m'en inspirer parce que c'est vrai.
La femme réduite à une fonction de reproductrice dans le dictionnaire. Ouais, la définition fait mal, ouais. Le problème n'est donc pas le fait que l'Académie souhaite faire un dictionnaire, mais plutôt le discours dont se parle l'institution, oui. Elle ne peut pas être qualifiée de référence alors que son dictionnaire ne décrit pas la langue parlée ou écrite par la population française, c'est vrai. Ouais. Le sens du mot femme. La première signification du mot est être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. C'est vrai que la femme, c'est ça. La femme et l'opposé n'existent pas. Voilà. L'Académie française ne fait que freiner les mouvements d'évolution de la langue. Ouais. Bien sûr. Bon, ça, je l'ai déjà dit, hein, mais bon, je vais le rajouter. C'est effectivement, ça va de soi. Une femme infertile, c'est pas une femme, selon l'Académie. Ouais, bon, voilà, on n'a pas appris grand-chose. La liste. Hop. Normalement, si je dis pas de bêtises, on peut ouvrir un point texte dans un navigateur. Ok, on l'a. Merci à toi. Évidemment, bien sûr. Alors, je vais retirer le chat 2 secondes. Est-ce qu'il y a 2-3 mots sympas là-dedans? Il y a des mots, faut voir. Hein. Adjectival, tiens. Ça a été rajouté plus tard. C'est quand même un mot important pour la linguistique. Je pense. Dans les mots rajoutés, je vais me faire une petite liste. Hop. Aérospatial, c'est quand même marrant. C'est des coquilles. Bon, j'irai vérifier de toute façon. Allergène. Ok. Ouais, c'est un mot important aussi. On voit les. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup en A, non? Au début. Allergisant. Tout ce qui concerne les allergies, en fait. Ça n'existait pas avant. Allophone, tiens donc. Antéposé. Anticyclonique. Ok. Antipersonnel. Arianisation. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, il doit y avoir tout un truc du climat ou de la météo, je pense. Ça doit probablement... Autosome, on voit plein de trucs de la génétique. Abbasside. Ah, il est bien celui-là. Berlinois, bigouden, biodiversité, bioéthique. Bosniaque. Ah ouais. Bruxellois, berlinois, bosnien, bosniaque. Tiens, ça c'est marrant que s'y était pas. Ah, les bugnes. Caméraman. Caraïbes, ça y était pas avant. Chromatide, ouais, ils ont clairement tout un pan du lexique. Codant. Il doit y avoir les gènes, je pense qu'on va avoir les gènes aussi. Condom. Attends, quoi? Ah tiens donc. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Qui dit un condom? Peut-être au Québec, mais en France métropolitaine. Alors par contre, s'il n'y a pas capote. Une capote.
Il y a condom, mais il n'y a pas capote. Un condom? Personne dit ça. Le 4. Capote anglaise. Préservatif masculin. Ah ouais, pardon, autant pour moi. Populaire. Ok, pardon. Autant pour moi. Capote anglaise? Personne dit une capote anglaise, si? Au Québec, on dit condom, ok. Pour moi, condom, c'est une ville. Il y a plein de... déforestation. Ouais, on sent vraiment les trucs de biodive, machin. Délocalisation. Dépénalisation. Là, il y a plein de molécules aussi, donc ouais. Diazote. Hydrogène. Fairway. Dogon, pareil, c'est un peuple. La ganache, ouais. Lance-harpon. Nanotechnologie, ouais, on sent qu'il y a quand même des trucs addictifs. Ok, addictif, addiction. Putain, ces mots-là n'étaient pas là, n'étaient pas dans le dico avant, quoi. Multirécidiviste. Eh ben là, on arrive à la fin du premier batch, en fait. Le premier batch finit... Fin du premier batch. Du coup, pour moi, il finit, du coup, en 1948. À l'entrée 1948. À l'entrée 148, oh là là. Atemporel n'y était pas, non. Qui a été ajouté il y a très longtemps, peut-être. C'est ça. Ça a pu être ajouté il y a quand même un petit moment. Ça, c'est la fin du premier batch. Deuxième batch. On a quoi? Là, du coup, addiction. Addictif. Amazonien, argentique, canopée, CD-ROM. Ça, c'est les mots qui ont été rajoutés a posteriori, du coup. CD-ROM. Colorisé. Exosquelette. Environnemental n'existait pas avant. Géolocalisation. Halal, évidemment. Arrobase aussi. Ouais, bien vu. Bien vu, arrobase, ouais. Merci Pneumobile pour le prime, très bon nom. Un Larsen, ok, métastable. Participatif, Pashtou, Pashtun. Fractance, auto-édité. Auto-édition. Burqa. Sharia. Bien sûr, important. Ça, on arrive dans le troisième batch. Troisième batch commence à priori 191. Avec le hijab, fatwa. Déconfinement. Ok, là ça a du sens. Ça a du sens. Ouais, beaucoup de mots liés à l'islam, je pense, oui. Il y a Justinien aussi. Nib. C'est quoi Nib? Il y a Niqab aussi. Rien. Ok. Abbasside, évidemment, très important. Alors là, on arrive dans un nouveau batch. A priori.
4e batch. Qui commence à 214. Il manque peut-être Ar à Nibar. A priori, c'est bon. Apartheid. Auto-entrepreneur. Bon, ça, c'est... Ouais, ça a du sens aussi. Bantou. Climato-sceptique. Covoiturage. Décarboné. Bah là, on sent qu'il y a quand même des trucs qui sont quand même liés aux enjeux actuels. Dézingué, y est. Et là, il y a homophobe. Homophobie. Mais du coup, ça a été rajouté il y a peu de temps, du coup. Paralympique. La question, c'est de quand... La vedette de Coquillard, c'est Anus. Ah ouais? Putain. La question, c'est quand chacun de ces batchs ont été ajoutés. Je sais pas si on va vraiment le savoir. Faudrait checker, mais... Je sais pas quand est-ce qu'on peut savoir si une page a été mise en ligne. Genre, si jamais je vais sur cette page-là... Est-ce que je peux avoir des infos? Inspecter. Non, peut-être pas dans inspecter, dans... Tu peux pas par le site, ok. Bon bah ça répond à ma question. T'as checké, ok. Wayback Machine, Wayback Machine, ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir beaucoup de choses sur le dictionnaire de l'Académie française sur ce site. Keynésien pour le... Ouais, ça doit être pour le NFP. Ouais. Après Mélenchon, il parle du keynésianisme depuis 2012. Hein. Faire entrer faxé, j'avoue. Ouais. J'avoue que faxé qui rentre là... 14 novembre pour homophobie. Donc ce serait peut-être genre le 14 novembre. Faudrait vérifier chacun des batchs et du coup on pourrait comme ça les dater. Faudrait vérifier sur Wayback Machine. Wayback Machine. Genre si j'essaye heptathlonien. Non. Moi c'est le jour de la publication d'une nouvelle édition. Il y a vraiment moyen. Non, je pense pas que ça scrape le site non plus. Hein. Je pense pas non plus. Faudrait prendre un mot vraiment utilisé, genre fatwa, tu vois. Enfin, utilisé, recherché par des gens qui restent sur le site de l'académie. Fatwa. Je l'ai pour la première fois. Oh, 14 juillet. Euh... 14 juillet 2024. On avait checké par préfixe. Bien vu. Si jamais je tape genre un 100 là ou un... Ça, ce serait le premier batch. Du coup, il daterait que de 2020... Il daterait du 1er décembre 2023 ?
Du coup, le deuxième, quelque part entre les deux. Genre 150, parce que du coup 148 est le premier du premier batch, en 2024. Novembre 2024. Ah mais là du coup ça correspond pas. Ah mais non mais ça j'en dis 14 juillet là-dessus, donc... faudrait tous que je les teste en fait, un par un. Pour voir c'est quoi le plus vieux à tester. Ouais, tous n'y sont pas. En tout cas, ça permet de situer. C'est toujours intéressant. Il y a l'article de West France que tu m'as donné. Je pense qu'on va pas apprendre grand chose de plus, mais on va quand même regarder. Ah. West France. Est-ce qu'on va vraiment apprendre grand chose? Je pense pas. Mais bon, regardons quand même. Ah ouais, c'est forcément... Cette 9e édition a été lancée sous l'impulsion de Maurice Druon. Alors ça, je note. Enzitoun. Maurice Druon. 86. Bonjour. Le 1 date du 6-10-2022. Je le note. De toute façon, je vais aller tous les checker. Hein. Voilà. Il y a des agrégés de lettres modernes qui sont détachés du ministère de l'Éducation pour cela. Oui. Ça, on le dit pas assez souvent. On manque de profs et certains du boulot des profs dont on manque, c'est de bosser sur ce dictionnaire hein, quand même. Il est en partie obsolète, il y a des choix assez curieux, woke, wokisme bien sûr, il n'y a pas le mot web, ça on l'a déjà dit. Bon, de toute façon on va retomber sur des éléments qui sont passés sur les boucles moi dans lesquelles je suis, donc on va retrouver inlassablement dans toutes les interviews, hein, de toute façon. Est-ce que là on a quelque chose? C'est pas. En gros, la question c'est est-ce que ça a été attesté dans les années 2010 ou est-ce que ça date des années 2020? L'information, c'est étant donné que c'est une mise à jour d'un dictionnaire qui est sorti dans les années pour le premier tome dans les années 90. De quoi est-ce qu'on parle quoi en termes de temporalité? RTL. Le téléphone du jour. Le téléphone du jour va nous permettre de parler avec un enseignant qui a signé avec un collectif intitulé le collectif des linguistes atterrés, une tribune dans Libération vendredi dernier, une tribune assez amusante je dois dire, qui se moque du dictionnaire de l'Académie française. On avait eu un académicien français ici au téléphone la semaine dernière pour rappeler quand même qu'ils avaient mis 90 ans pour faire ce dictionnaire de l'Académie. Oui. Et c'est vrai que cette tribune est drôle parce qu'elle nous dit que quand même ce serait peut-être bien de s'arrêter là, vu que ça ne sert à rien, ces dictionnaires de l'Académie française, vu qu'ils sont publiés en 90 ans. À peine ils ont parlé d'un dictionnaire qu'il y a déjà des nouveaux mots évidemment qui sont arrivés et qui ne sont pas dedans, ou d'autres qui sont... Alors démodés, ça irait plutôt dans leur sens. Parce que justement... Un des arguments de l'académicien qu'on a eu au téléphone la semaine dernière, c'était de dire on prend le temps, comme ça au moins on sait si les mots restent dans le langage courant ou s'ils disparaissent et au moins on ne les met pas pour rien. À ça, évidemment, il y a un contre-argument, c'est qu'il y a certains mots qui n'y sont même pas. Je pense, par exemple, au mot mail. Un mail, c'est quand même aujourd'hui devenu très très courant et cette tribune nous dit que le mot mail n'est pas dans le dictionnaire, tout comme d'autres mots comme coronavirus, chocolatine, daron. Alors le mot mail
il y est, mais on doit prononcer mail et pas mail, évidemment. Et il n'y est pas pour l'email qu'on peut s'envoyer. Qu'est-ce que c'est justement qu'un mail, M-A-I-L? C'est une avancée construite dans la mer. Au bord de l'eau, Non. dans toutes les villes, il y a non. les brocantes le matin, on dit sur le mail. Ah non, non, Mais non. non. Dans Non, les villes. c'est une avenue, enfin c'est une grande rue où il y a un côté, un autre côté et au milieu on peut marcher. Il y a des arbres sur un mail. C'est une promenade bordée d'arbres dans certaines villes, c'est ça la définition. Bravo à Ouais, Valérie bon, Mérès et à c'est Dari de la radio pour Boudboul. vieux. Ah bah oui, il y a le mail à La Rochelle, hein. On prononce mail et pas mail, là on est bien Évidemment. d'accord, monsieur Christophe Benzitoun, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes Tout à fait. On prononce bien mail et pas mail. Vous êtes chercheur en linguistique française et c'est vrai que c'est curieux que dans le dictionnaire de l'Académie française, il n'ait pas mis la définition du mail. Est-ce qu'il y a e-mail au moins? Non, non, il n'y a pas email et notamment, il n'y a pas non plus bisous. Il n'y a pas non plus le verbe cliquer. Donc ils sont trop en retard, ça ne sert plus à rien de publier ce dictionnaire, dites-vous? Oui, ils sont très très en retard, 90 ans pour arriver à faire un dictionnaire alors que le Larousse paraît tous les ans, le Robert paraît tous les ans aussi. Ça paraît vraiment très daté et le jour de sa sortie, il est déjà périmé. Il y a le mot calèche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, faut supprimer l'Académie française? Faut leur donner leur fonction principale, à savoir remettre des prix littéraires, des prix de théâtre, des prix de culture en général. Ouais, donc leur fonction initiale s'est complètement perdue au cours du temps. Ils ne remplissent plus les missions qu'ils avaient au départ, qui avaient été fixées par François Ier. Et c'est vrai aussi que comme ils mettent beaucoup de temps à faire les définitions et surtout à publier le dictionnaire, à la lettre E par exemple pour le mot euro, c'est écrit monnaie destinée à remplacer celle des pays de l'Union européenne. Eh oui. Alors c'est vrai que pour un dictionnaire qui paraît en 2024, Ouais, je suis pour c'est un le peu supprimer. embêtant. Tout à fait. Ça fera un très beau Et musée. voilà, il y a des aspects historiques liés à comment on employait certains mots à d'autres époques, ce qui peut être utile dans certains contextes, notamment quand on lit de la littérature, mais qui n'est pas du tout utile pour le lexique courant. Et donc, comme il se veut être un dictionnaire d'usage, on voit que là, c'est à la fois un peu un dictionnaire historique, mais pas tellement, un peu un dictionnaire d'usage, mais pas tellement. Et donc, finalement, il ne remplit pas l'objectif. Il y a combien de volumes? Il y a 4 tomes, c'est ça? 4 tomes, oui. Alors en revanche, c'est gratuit. Sur Internet, on peut avoir gratuitement le dictionnaire de l'Académie française. Ça, c'est plutôt bien. Les 9 éditions. Mais vous, ce que vous dites et ce que vous avez voulu évidemment proclamer à travers cette tribune dans Libération, c'est de dire, on peut peut-être s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'un 10e dictionnaire, surtout si on met autant de temps à le faire. TLF. C'est tout à fait ça. Ça s'est arrêté en 87, À partir du moment où on a déjà des dictionnaires d'usage qui sont bien faits, on a le Wiktionnaire en ligne. Voilà, si vous prenez un grand Robert, par exemple, c'est 75 000 mots. La dernière édition du dictionnaire Académie française, c'est 53 000. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils vont attaquer bientôt le dictionnaire des noms propres. et là, à mon avis, Louane, elle n'est pas encore dedans dans l'édition prochaine. Non, mais ce qui est vrai, parce que je disais que c'était gratuit, évidemment en ligne, sur Internet. En revanche, en édition papier, il faut quand même savoir que les 4 volumes coûtent 400 €. Oui, c'est extrêmement cher. Ah oui, quand même. Et je me demande qui peut bien acheter un dictionnaire 400 €. Ça va, c'est plutôt de l'autre sens. Soit Hein. sont obsolètes, soit on n'y trouvera pas les mots des 20 dernières années. Tout à fait, mais je crois qu'il prévoit pour la 10e édition, si jamais elle sera un jour, qu'elle soit uniquement en version électronique. Vous êtes combien dans ce collectif des linguistes atterrés, puisque c'est ainsi que vous êtes appelés? Alors, on est une vingtaine à travailler activement et il y a plusieurs milliers de soutiens de personnes qui nous ont rejoints pour dire qu'elles étaient d'accord avec nos positions. Enseignant-chercheur en linguistique à l'Université de Lorraine qui dit stop au dico de l'Académie Bon, c'est pas long, mais bon, française, ça fait l'affaire. trop en retard par rapport effectivement aux mots qu'on utilise vraiment. Vous avez un peu raison, bravo. Alors, par contre, alors là... Attention. C'est en anglais. C'est 1h30 ? Non. 30 minutes en anglais ? On va essayer. On va essayer. Ouais, c'est plusieurs sujets, ouais. Hi, Alison. Hi, Sarah. Let's jump in directly into a bit of a hoo-ha that erupted. Attendez, c'est pas très fort, hein.
last week over a dictionary. Ha! Only in France? I guess words do matter a bit here. Yeah, they certainly do. And it's an interesting controversy because it reflects two very different ways of seeing French society. The dictionary in question is the one compiled by the Académie Française. Ah, the Académie Française. Yeah, guardian of the French language since 1635. Back then, Cardinal Richelieu, under Louis XIV, gave the Academy the task of providing certain rules to make French, well, pure and eloquent. It published its first official dictionary in 1694, and there have been about 2 per century ever since. Per century. Yeah, the 9th edition was published last week with an additional 21,000 words from the previous edition that dates from 1935. Wow, that was a long time ago. A lot's happened. Yes, for sure. World wars, among other things. I guess it does take a lot of work to put a dictionary like this together. Yeah, it takes a long time and it's done in a very fastidious way. Around 10 of the Academy's 40 members, they're known as immortals, sit on a language commission. It takes them about 1.5 years to go through each letter and establish which new words can be let in to maintain this corpus of, well, if you like, proper French. Once the 4th volume, which covers the letters R to Z, so the word zapping was allowed in, quite a surprise there. When that was finished, then the full 9th edition was published. Bon, j'arrive à comprendre de manière surprenante très bien cet accent. Handed over to President Macron at the Academy last week. Vous veillez au bon usage. En effet, le rythme d'élaboration de votre dictionnaire... You ensure that language is used properly, Macron told the immortals. The pace at which you produce your dictionary prevents you from giving in to the temptations of tics and trends, he said. You strike a subtle balance in being of your time without giving in to your era. On va regarder Macron. Among those immortals that Macron praised was writer Frédéric Vitou. He's been a member of the Dictionary Committee since he took up his chair, number 15, at the Académie Française in 2003. Cette commission du dictionnaire, le jeudi matin, travaille. The Dictionary Committee works assiduously on the dictionary every Thursday morning for 3 hours. À la lettre R. We were on the letter O. Ça va, c'est 3 heures de travail par semaine, hein. Ça, c'est Vitou qui nous le dit. Donc il avait raison, Elle avait raison, Julie Neveu de le dire. When I joined, so I've taken part in more or less the whole 4th volume. Studying words, rereading proofs, discussing definitions, doing all the traditional work of a lexicologist with my colleagues. Avec mes confrères. Je suis écrivain, journaliste. I'm a writer and a journalist. I believe writers are not necessarily the worst place to sense the right definition of a word. It's music, the way it's used. Et l'avantage de cette commission... And the advantage of this dictionary commission is that we work in a collegial way. We had doctors among our ranks for the scientific terms, specialists in Latin, historians. It's not having the title of lexicologist that counts. It's having specialists in history, Greek, Latin, English, and French literature. The combination of all these skills allowed us to find what we consider the best possible definitions. So he's a lover of the language, but not himself a linguist or a lexicographer. No, he isn't. And that's precisely one of the problems with the dictionary, according to a group that goes by the name of the Community of Appalled Linguists. Oh, watch out for them. Yeah, sounds scary, doesn't it? In an open letter published in the Daily Liberation newspaper last week, they said the Academy's efforts were praiseworthy, but that it was so excessively tardy, it was perfect. Elle a dit pooled linguists pour linguiste atterré. Perfectly useless. Ouch. Yeah, I talked to linguist Florent Moncomble, one of the co-authors of that open letter, about why they... Ok, putain, alors j'ai pas du tout compris le mot. Ok, merci. Il y a pas 2 personnes qui l'écrivent pareil dans le chat, ça me termine. They believe the dictionary and the Academy's methods are so problematic. The Académie Française was founded in 1635
by Richelieu, and at the time, people appointed to the Académie Française were the early versions of linguists, grammarians. But that is no longer the case. So if you look at the composition of the Académie Française at the moment, so the 37 members, there are 3 empty seats, and none of them are actually linguists by profession. We have authors, we have had politicians, doctors, physicians, and so on. But we haven't had actual linguists for a very, very long time. They're not lexicographers. They are not trained in how you make a dictionary, how you decide on which words to include or not, on how to find the proper definition of a word, and so on. So that's probably the major problem. So you're saying they're not qualified to produce a dictionary like this? They're not qualified. No. Even though they say that they're working in a very collaborative way with the lexicographers, it's a very long process, a lot of steps and stages, that's still not enough. Certainly not. And in fact, when you look at this 9th edition of the dictionary, they say that it's a dictionary that's based on usage. Well, if it is based on usage, how do we explain that words that are very current in today's French, such as le web, those words are absent, but they have decided to include woke and wokisme, which are probably less frequent in people's day-to-day usage of the language. Parle bien anglais, hein. Do they base their choices Le collègue, on? hein. Je vois que son travail, mais... Objective observation of usage, but more probably subjective choices, subjective impressions, and, I don't know, perhaps ideological. The woke thing. To be fair, the online edition of the dictionary does say sometimes pejorative as a term. For wokism, not for woke. Woke is not flagged as sometimes pejorative. So the Immortals themselves defend their dictionary, but also some lexicographers, some people working in the field of linguistics also defend it, saying no dictionary will ever be 100% comprehensive. Certainly. Isn't there room for everyone? If there is no absolutely definitive dictionary, then why not have one like the Académie Française, which is certainly more historical and yes, maybe does have some gaps. And then you can also go to Le Petit Robert to get other stuff. Well, the question is the relevance of that dictionary. So I think we have ascertained that it is not an actual dictionary of current usage, in part because it's taking too long to produce. I mean, the first volume is obsolete, and in the second volume, which was published in 2000, you still read that euro is the prospective currency of the European Union, and that the franc is the currency which is used in France. So they say it's a historical dictionary. We tend to doubt that. For example, Le Grand Robert, which does not sell itself as a historical dictionary, has a lot more historical data than the Dictionnaire de l'Académie Française. The Academy's dictionary is of historical interest for people who are interested in the history of normativity, of linguistic normativity in France. So it's a historical document about the Academy itself, not so much about the French language. If you look at the feminization of certain nouns, which has been a big subject for the Académie Française, they've been very, very slow to include the female versions of certain jobs, etc. Yeah. But in this latest version, they have made improvements, have they not? They have, but it's very inconsistent. Some feminine words have their own entries, such as ambassadrice and préfète. And when you look at those entries, an ambassadrice is the wife of an ambassador, and certainly not a female ambassador. A préfète is similarly the wife of a préfet. Others do not have their own entries, such as sénatrice, which is bundled with sénateur. Some are not recorded at all, apart from a footnote. And that is the case, for example, for chirurgienne. Chirurgienne meaning female surgeon, yeah. If you look for chirurgienne, you'll end up on the page chirurgien, and there's a footnote saying that following the Academy's decision to accept
feminine words in 2019. The word is now in use. But it's only a footnote at this stage. Now, we can hope that if there is a 10th edition, it will have its own entry, or it will be a full paragraph and not just a footnote. There is also this online edition. The Academy says it's an amazing resource because it's 100% free and it's accessible to anybody all around the world. And so perhaps for most people now, especially foreigners who are interested in the French language and who are learning it, that is going to be the resource, because the printed version costs, €400. So in fact, in terms of usage, this online version is pretty amazing, isn't it? In the sense that you can actually consult all of those 9 versions going right back to 17th century. It is a great resource. However, this 9th edition, they pride themselves on having 53,000 words in there. Le Petit Robert has 60,000. Le Grand Robert has 150,000 in each of its iterations. But you're still able to access 53,000 words online and see how some of those words have evolved over an awful long time. For example, the word woman, femme, how it's evolved and at what stage the word femme became a human being and not just, the male's counterpart. Yeah. Exactly. And it's certainly very instructive. We spoke about ambassadrice earlier. In the first edition in 1694, an ambassadrice was a female ambassador, and that stopped at the second edition. So it is certainly very instructive. Instructive as well is the way you find out that a word such as mongolisme was actually introduced in the 9th edition. Merci, ça c'est nous qui avons trouvé ce mot. With a definition, and I quote, I do not vouch for that expression, but they say that Mongolism is linked with mental retardation. And that was introduced in the 9th edition in the 21st century with no warning about Mongolism being obsolete and offensive. And it wasn't in the previous edition, so that is not an old definition that they just overlooked and left as it was. They actively put it there. So in some respects, you might say some definitions may be a bit obsolete in a quaint way, but this is downright problematic. When you read that heterosexual pertains to the natural sexuality between people of opposite sexes, that is problematic. It's not just quaint. And I invite you to look at the definition of yellow, for example, jaune, and you will be shocked. So it has a racial connotation. It has strong racial connotations, and again, with no mention of it being obsolete and offensive. There are derivatives of the N-word which are there with definitions as well, with no footnote or no warning about those words being pejorative and racist and no longer in current use. It's clearly to be hoped that those problematic definitions can be ironed out. For the 10th edition, is that something that you are also hoping for, or do you want to see the end of the Dictionnaire de l'Académie Française? Well, at this point, I think between the dictionary not being comprehensive, not being current, not being accurate, and as well being offensive in more than one way, and because there are much better resources out there, including online, including accessible for free, yeah, we do believe that it is time to just move on to something else. We do not necessarily want the suppression of the Academy. They're very good at bestowing literary awards, and that is certainly a function that they should keep performing. However, if it comes to producing a dictionary, it would be a much better idea to create a whole new institution with a lot more people from across the French-speaking world, a body consisting of at least a sizable proportion of professional linguists from across the French-speaking world would be so much more relevant.
So, Alison, how's the Académie Française reacted to this criticism? Well, in a nutshell, they're just as dismissive of the linguists as the linguists are of them. Well, linguists fight, you know. Yeah, there we are. Frédéric Vitoux told me that he thought all of this was a bit of a non-debate. They remain steadfastly convinced that they're producing this historical opus and that the lengthy process does give them a necessary distance from language fads. And on that point, they do appear to have Macron's full support. However, Vitoux accepted that the 10th edition, which they've already begun working on, by the way, will allow them to update definitions like the famous euro and add on new words. Right. And because of this online version, we won't have to wait another 40 years for the next one. And who knows, maybe we'll see the word cunnilingus. Bon, c'est ça la fin, a priori. Ok, bon là on va rentrer dans du plus sérieux. Et je vais vous faire une petite présentation d'abord. Là aussi on est sur de l'oral, c'est pas filmé ça? Non, c'est pas filmé, c'est dommage. Voilà, tout le temps à la radio, c'est chiant, j'aimerais bien qu'il y ait des images. Maria Candéa. Je commence par Maria Candéa, linguiste atterrée bien sûr, professeur en linguistique sociolinguistique française à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Il a sorti un bouquin avec Lalia Véron, bien sûr, qui s'appelle je sais plus, Le français c'est nous, un truc comme ça. Barbara Cassin, souvent présentée comme la seule linguiste de l'Académie. Bernard Cerchilini. Alors lui, Bernard Cerchilini, c'est compliqué. Bernard Cerchilini, c'est un professeur émérite de l'Université de Paris, qui est notamment membre de l'association langue française dans laquelle je me suis introduit. Qui a, je pense, envie d'être à l'Académie française, qui, quand on lui parle, nous brosse dans le sens du poil. Quand il va sur BFM TV ou qu'il a un académicien avec lui dans la pièce, on va dire qu'il va plutôt de l'autre sens. C'est une anguille, voilà, c'est une anguille. Mais il a bossé notamment sur la réforme de 1990. Voilà. Maintenant, vous le savez. Ça va être long, hein. La 9e édition du dictionnaire de l'Académie française s'est achevée en novembre 2024, ce mois-ci donc, avec l'apparition du tome 4 aux éditions Fayard. Ce dernier tome, de la lettre R à la lettre Z, a été solennellement remis à Emmanuel Macron sous la coupole le jeudi 14 novembre. Mais depuis la publication, le travail de l'Académie est remis en cause par certains linguistes car il serait passéiste et non représentatif des usages. Le collectif des linguistes atterrés a notamment signé une tribune dans Libération. Selon eux, ce dictionnaire est déjà périmé car des mots devenus courants n'y figurent pas et le mail par exemple est défini comme un petit marteau ou une promenade plantée d'arbres sans aucun renvoi aux mots courriels ajoutés récemment en ligne. Alors pour éclaircir tout ça, c'est la musique de pour Bojack, comprendre aussi les débats qui ont cours autour de ce dictionnaire, 3 invités ce soir. Barbara Cassin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philologue, helléniste et philosophe surtout. Vous êtes membre de l'Académie française. Vous avez notamment dirigé le vocabulaire européen des philosophies, le dictionnaire des intraduisibles qui a paru en 2004 et à l'occasion de l'ouverture de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, les éditions du Patrimoine ont publié en novembre 2023 un ouvrage célébrant le français, le livre d'une langue que vous avez dirigé en tant que co-commissaire scientifique du parcours de visite, un ouvrage en cours de réinvention dans des langues multiples, une dizaine. À ce jour, nous en reparlerons. Bernard Cerchilini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes linguiste, professeur émérite de l'Université de Paris-Cité. Vous êtes conseiller scientifique du Petit Larousse et l'auteur notamment de cet ouvrage intitulé « La langue anglaise n'existe pas ». C'est du français mal prononcé qui a paru aux éditions Gallimard. Et vous avez notamment coécrit également « Les mots immigrés ». C'était en 2023 avec votre ami Éric Orsena. Et à vos côtés également Maria Candéa. Bonsoir. C'est un académicien. Bonsoir. Vous êtes sociolinguiste et socio-phonéticienne à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. Membre du collectif Tract des linguistes. Vous êtes co-autrice du tract Gallimard intitulé « Le français va très bien, merci », publié en 2023, et co-autrice avec Lalia Véron de cet ouvrage intitulé « Le français est à nous », qui a paru aux éditions La Découverte, c'était en 2023. Merci à tous les trois donc d'être présents ce soir dans Question du soir. Comme il est naturel pour une activité humaine qui se poursuit génération après génération,
et qui requiert la contribution d'innombrables personnes, la confection du dictionnaire a connu un parcours chaotique. Des périodes de ralentissement, puis d'accélération. Des moments marqués par l'inventivité. 2 contre 1, je sais pas trop. Ou par le découragement. De ce fait, chacune des éditions qui ont été achevées a eu sa propre histoire, différente des autres. Et celle-ci, la 9e, ne déroge pas à la règle. Elle a commencé dans un monde désormais révolu. Et elle s'achève dans un monde en continuel bouillonnement. J'ai un transcript de l'émission. Le projet national n'est pas de ceux qui s'accomplissent une fois pour toutes. À aucun moment, on ne peut y mettre un point final et tourner la page. C'était déjà le cas il y a 400 ans, et c'est encore plus vrai de nos jours. Aucune réalité, aucune opinion, aucun sentiment, aucun principe, aucun mot ne garde indéfiniment le même sens. Tout doit être constamment repensé, reformulé, comme dans un dictionnaire. Un extrait du discours prononcé le 14 novembre dernier, prononcé par Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Barbara Cassin, à quoi sert ce dictionnaire, celui préparé, inventé, pensé justement par l'Académie? Il a commencé à la naissance de l'Académie, en 1635. Et là, on en est à la 9e édition, comme vous l'avez dit, donc il vient de se terminer. Celle-là vient de se terminer en 2024, mais elle a été commencée, elle, en 1992, donc c'est du temps long. Alors ce qu'il y a de génial pour moi, c'est que quand on a fini, on recommence. Ça, pour moi, c'est très important parce que ça veut dire que la langue est un flux, c'est pas une essence. Bon, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que maintenant, on est quand même on va voir. Sur le net, on est en virtuel, et que donc on peut avoir la plongée dans tous les états de la langue depuis la première édition jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, je crois... Il y a quand même un gars de l'association qui s'est cassé les couilles à faire le transcript entier de l'émission en version texte. Merci à lui, putain de merde, ou merci à elle d'ailleurs. Pas que ça existe dans une autre langue, d'avoir cette profondeur historique accessible. Ça, je trouve ça aussi assez génial. À quoi sert un tel dictionnaire, Bernard Cerchiglini? Est-ce que c'est un dictionnaire d'usage fait pour nous toutes et tous ici dans ce studio, pour tous les Français, ou c'est d'abord et avant tout un objet patrimonial? Bien sûr, chaque dictionnaire est une théorie de la langue, une vision de la langue. Celui de l'Académie française est un dictionnaire de bon usage, qui, une fois par siècle, il a beaucoup de chance. Nous, au Petit Larousse, nous venons de sortir notre 120e édition depuis 1905. Vous êtes plus rapide, vous. Plus rapide, mais c'est le temps court, il faut faire vite. Une fois par siècle, fait le bilan du bon usage, de la langue de bonne conversation. Et qu'est-ce que ça veut dire, le bon usage, alors? Alors, bonne question. C'est-à-dire que le cardinal de Richelieu a confié à une instance autonome le soin de donner des règles à la langue et en particulier d'épurer la langue, je cite le XVIIe siècle, pour indiquer quels étaient les mots de bon usage, les mots courtois, les mots qu'on peut utiliser, les mots qui n'étaient pas bas dans la pratique mondaine. Ouais, vous apprenez rien, vous avez déjà vu mes vidéos. Il faut une norme. Toutes les langues ont une norme. Cette norme, elle est donnée en France par un dictionnaire. D'autres dictionnaires, et nous parlerons peut-être du Petit Larousse ou du dictionnaire des francophones, ont une toute autre mission. Une question évidemment, Maria Candéa, vous avez été parmi les linguistes qui ont critiqué cette nouvelle édition du dictionnaire, et notamment vous expliquez que c'est un dictionnaire qui est déjà périmé. Alors expliquez-nous pourquoi. C'est structurel, c'est lié à la façon dont l'Académie française travaille sur cet objet. Alors, le dictionnaire de l'Académie française a effectivement toujours été rikiki depuis sa création. Il est toujours rikiki, il est plus petit que le petit Robert de poche, l'actuelle, la toute dernière édition, même s'il y a eu beaucoup de mots rajoutés par rapport à celle de 1935. 53 000 entrées dans le dictionnaire de l'Académie française contre 75 000 notamment pour le petit Robert. Oui, donc c'est un tout petit dictionnaire. Ça aurait pu avoir sa cohérence s'il était justement s'il respectait le principe que vient d'énoncer Bernard Cerchiglini. Mais pour cette dernière édition, ce n'est même plus le cas. C'est pour ça qu'on dit que ça ne sert vraiment plus à rien. Ce n'est même plus, les mots courants n'y sont plus. Je prends un exemple. Nana et meuf sont absents. Mec est présent. Mais la définition de mec, c'est
terme argotique, homme reconnu du monde de la pègre, désigne parfois le souteneur d'une prostituée. C'est le seul sens que l'Académie française donne sur son site. Donc si ce dictionnaire est consulté par des gens qui apprennent la langue française, c'est vraiment très embêtant. Et je donne un deuxième autre exemple, négrillon. C'est un terme insultant. Que tout le monde est merci, c'est nous qui l'avons trouvé. 3 négrillons dans ma classe à l'école. La définition que donne la toute dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, c'est terme familier, petit enfant noir. Donc, ça montre un petit peu à quel point il est plus qu'un peu familier le terme. Ce dictionnaire. Donc la version qu'on a en ligne n'a pas été relue, c'est pas possible. Une réaction peut-être, Barbara Guerra-Cassin, sur cet exemple-là en particulier, celui de mec que j'avais noté aussi dans mon téléphone. Je rappelle la définition. Homme reconnu du monde de la pègre désigne parfois le souteneur d'une prostituée. C'est vrai qu'on ne l'emploie jamais de cette façon-là, le terme mec. Alors pourquoi se limiter à ce sens-là, à cette définition-ci ? Parce qu'on est bête. Non, je pense pas. Non, mais si. J'y tiens. Oh. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que ça date. Et cette édition, on le dit, elle est datée. Et à l'intérieur d'elle, elle a des mots datés. Moi, j'ai pris femme, par exemple. La première édition, femelle compagne de l'homme. 1695. Celle d'aujourd'hui, être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre bas des enfants. Mais de mettre au monde des enfants. Vous croyez que ça me satisfait ? Mais non, pas tout à fait. Simplement, l'évolution, vous avez vu, elle est immense. Et c'est très très intéressant de savoir que entre 1635 et un moment autour de Maurice Druon. Attendez. Moi, je trouve ça incroyable. Elle a une rigueur universitaire aussi à défendre. Contrairement à Jean Pruvot, dont on verra dans une autre émission. Donc elle dit, c'est de la merde. Mais par contre, constater qu'on a quand même fait du chemin. Dieu soit loué. On a fait cette évolution-là, vous voyez. Bon, donc ça dépend ce que vous cherchez. Moi, je suis d'accord pour dire que ce dictionnaire n'est pas le dernier mot des choses, absolument pas. C'est une réflexion entre la norme et l'usage. Entre la norme et l'usage. Voilà, c'est une réflexion datée. Par conséquent, j'en reviens à l'une des questions Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Plutôt dans cet échange. Est-ce que c'est un dictionnaire qui sert à être utilisé par les Français que nous sommes pour apprendre aussi le français ? C'était l'exemple qui était utilisé par Maria Candéa. Je pense qu'il est l'un des outils possibles pour apprendre le français. Et pas le seul, évidemment. Et c'en est un parmi d'autres. C'est pas la même chose de lire le... On sait, quand on lit être humain défini par ses caractères sexuels, on sait que c'est le dictionnaire de l'Académie française. Et on réfléchit en fonction de ça. Vous parlez d'institutions par rapport à la langue. Ben justement, ça c'est un certain type d'institution et pas n'importe lequel. Et par ailleurs, heureusement, il y a d'autres dictionnaires qui ont d'autres visées. Et celui-là, il a, pour moi, je vous l'ai dit tout de suite, l'intérêt de ne pas prétendre être autre chose qu'un instant de flux. Bernard Cerchiglini, je vais vous faire réagir également Maria Candéa, mais Bernard Cerchiglini, est-ce que pour vous cet objet-là est périmé ou simplement il s'inscrit effectivement dans une autre temporalité ? Oui, tout à fait. Il y a un marché des dictionnaires qui ont des fonctions différentes. Qu'est-ce qu'apprendre la langue française ? C'est apprendre ce qu'il faut pour parler dans un bistrot, et cela, le petit Larousse le fait parce qu'il se coltine avec l'actualité. Mais c'est aussi lire de la littérature, prendre une distance, et cela, on trouve les informations dans le dictionnaire. Après moi, Larousse, c'est vraiment pas le livre que je préfère. Cette distance, il est publié une fois par siècle. Je prends un exemple. Bottine. Vous cherchez bottine dans la version numérique de l'Académie française. Vous avez tous ces sens en plusieurs siècles, depuis petite botte que l'on utilise sans éperon, jusqu'à chaussures montantes. Dans le Petit Larousse, qui est un dictionnaire encyclopédique, qui va vous dire ce que c'est, vous aurez chaussures montantes, ajustées, avec boutons et lacets. Et dans le dictionnaire des francophones, qui donne une vision mondiale, bottine, vous avez chaussures de foot à crampons, parce que c'est l'emploi le plus courant en Afrique centrale.
Et c'est ensuite que vous avez les autres expressions, d'où, par exemple, Esprit de bottine au Canada. Donc ces 3 dictionnaires vous donnent 3 regards différents, nécessaires sur la langue française. Mais je rebondis sur ce que vous venez de vous dire quand vous dites qu'un dictionnaire, celui de l'Académie française en l'occurrence, sert à lire de la littérature. Je reprends l'exemple de ce terme-ci, le mot « mec ». Dans la littérature contemporaine, même dans la littérature du 19e siècle, quand je tombe sur le mot mec, j'ai plutôt tendance à comprendre qu'il s'agit d'un homme de la rue, et dans un sens peut-être familier, certes. Oui, mais chez Francis Carco, vous avez ce sens. Maria Candéa, vous souhaitiez réagir? Ce sens est un sens des années plutôt 50. Donc, ma question, c'est comment on travaille pour ce dictionnaire, parce qu'il est... Bernard Cerchilini, il a quel âge? Je le dis, en fait. Et... Pardon, on va juste vérifier un truc. 77 ans. Ouais, donc j'imagine bien que pour lui, le sens des mots, c'est pas le sens d'aujourd'hui. C'est en ça qu'il est inutile. Ce que vous dites, Bernard Cerchilini, c'est que effectivement, je vous rejoins, il faut beaucoup de dictionnaires, il y en a, ils sont complémentaires, mais l'essence historique de bottine et de plein d'autres mots, on les trouve dans le trésor de la langue française, qui est également en ligne disponible, le TLF, on dit. Le TLF, exactement, et qui contient énormément d'exemples, des attestations qui traversent les siècles, qui donne beaucoup plus d'informations, qui est beaucoup plus fiable. Encore une fois, le dictionnaire en ligne de l'Académie française, qui est aussi vendu en librairie, il contient énormément de termes offensants, datés, inexacts, avec des exemples qui sont très problématiques. Donc, je ne vois pas en quoi il peut intéresser le grand public. Pour nous, linguistes, chercheurs, chercheuses, c'est un objet extrêmement intéressant pour l'histoire de l'Académie française. Effectivement, le fait d'avoir accès à ces 9 éditions sur une interface magnifique, donc très très pratique, etc. C'est un très bon outil et ça nous facilite en quelque sorte la tâche parce que du coup on peut voir un petit peu comment l'institution de l'Académie française s'est positionnée sur un certain nombre de termes qu'on peut regarder et on regarde l'évolution des définitions de termes racistes, sexistes, homophobes, etc. Si on se pose ce genre de questions, c'est extrêmement instructif, la féminisation des noms de métiers. En tant que linguiste, on regarde pas tellement les mots encyclopédiques qu'on trouve encore une fois partout. Enfin, on trouve ces informations dans tous les dictionnaires, mais aussi l'appareillage grammatical, les descriptions des mots. Enfin, qu'est-ce que ça permet de comprendre comme outil? On a regardé par exemple l'outil de conjugaison, enfin ce genre de choses. Et là non plus, il n'y a pas de plus-value de ce site, même quand c'est exact. Ce sont des informations qu'on trouve sur plein d'autres sites gratuits. Barbara Cassin, vous voulez réagir à ce qui vient d'être avancé? Oh non, je suis d'accord. On trouve des informations plus complètes sur l'étymologie dans des dictionnaires étymologiques, sur l'histoire des mots dans des dictionnaires historiques. Je veux dire, ça ne m'empêche pas d'adorer ce qu'a écrit Alain Ray. Vraiment, on trouve dans le dictionnaire des francophones beaucoup plus de renseignements que sur les termes francophones que dans le dictionnaire de l'Académie française. On trouve dans le dictionnaire de l'Académie française c'est cool. Un certain rapport entre la norme et l'usage. C'est ça qui est intéressant. Une question, Barbara Cassin, tout de même. Racontez-nous comment se fabrique ce dictionnaire de l'Académie française. Comment vous vous réunissez? Comment vous élaborez communément ces définitions? On se réunit le jeudi matin. Non mais ça elle le spam, mais ça veut rien dire. Et on se réunit, au fond, en travaillant sur ce que nous propose, d'une part, la commission du dictionnaire, c'est-à-dire les gens qui... plus linguistes, plus professionnels, on va dire. Nous ne sommes pas des professionnels. Ce que nous sommes des professionnels, si j'ose dire, c'est peut-être très prétentieux, mais nous sommes des professionnels de la langue, c'est-à-dire nous sommes des écrivains. Mais vous n'êtes pas des spécialistes de lexicographie. On n'est pas des linguistes. Et d'une certaine manière, quand les linguistes disent qu'ils sont atterrés, moi je les trouve atterrants, si vous voulez. Parce que c'est ne pas comprendre que nous ne sommes pas linguistes et que ce n'est pas notre boulot. Est-ce que justement, il faut confier la fabrication des dictionnaires aux lexicographes uniquement, Maria Candéa? Ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Nous sommes pas des linguistes, mais nous sommes des professionnels de la langue. Mais du coup, nous ne sommes pas des... Ça n'a aucun sens. Tout amoureux de la langue peut participer à construire un dictionnaire.
Alors moi, je juge sur pièce. Cet objet est extrêmement hétéroclite, extrêmement mal fait, incohérent, bourré d'incohérences d'une page à une autre. Mais ce n'est pas pour autant que je pense qu'il faut confier impérativement tous les dictionnaires qui existent à des spécialistes de la langue. Si je prends l'exemple du Wiktionnaire, et même du dictionnaire des francophones, tout le monde peut y contribuer en se formant un minimum, en donnant des attestations. Le Wiktionnaire est un dictionnaire collaboratif en ligne, gratuit, qui comporte 400 000 mots, donc sans commune mesure en termes de richesse, qui est extrêmement réactif, qui est plus riche sur les mots récents. Et voilà, donc on peut se former, mais ce que je constate, c'est que le dictionnaire de l'Académie française, par rapport à tous les dictionnaires qui sont accessibles, parlons uniquement de ceux qui sont accessibles en ligne, c'est le plus petit, le plus inexact, le plus hétéroclite, le plus incohérent, et en plus vraiment le plus daté. Donc c'est en ça qu'on dit qu'on ne voit vraiment pas son utilité et on ne comprend pas pourquoi cette institution qui est constituée de personnes vraiment remarquables parmi ses membres, pourquoi cette institution s'obstine à produire ce genre d'objet. On va poser cette question justement à Bernard Cerchilini. Numéro d'équilibriste un peu. Cette institution s'obstine-t-elle à produire un dictionnaire selon vous ? Elle s'obstine parce que c'est sa mission. C'est sa mission fondamentale, première. Article 24 des statuts de 1635, il sera rédigé un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique, une poétique. C'est-à-dire qu'on a, avec l'Académie française... Alors du coup, pourquoi ne pas écrire le reste ? Pourquoi ils font qu'un dico et pas le reste ? La première commande publique d'un dictionnaire. La France est le seul pays au monde qui a connu 3 commandes publiques de dictionnaire. Le prince a demandé. En 1635, Richelieu demande que l'on fixe la norme. Vous voyez, on est passé de la langue de Rabelais à celle de Racine, grâce au travail de l'Académie. Deuxième commande, De Gaulle, en 1960. Le TLF, c'est une commande de Gaulle qui veut équiper la langue, comme il équipe la France, d'un supersonique, d'une bombe atomique, et il demande au CNRS de faire un grand dictionnaire moderne, avec un immense corpus, un gros ordinateur. C'est le TLF, 17 volumes. Et tout récemment, le président Macron nous demande, puisque j'ai l'honneur de présider le conseil scientifique, de faire un outil numérique qui donne une vision du français mondial. Et donc, les 3 sont dans leur ordre. Il faut que le TLF continue à se moderniser, le dictionnaire des francophones est coopératif, et l'Académie continue à remplir sa mission. Alors, bien sûr, elle fait le dictionnaire d'une façon tout à fait différente, par exemple, du Petit Larousse. Petit Larousse est fait par... Comment ça se passe alors, justement, pour le Petit Larousse ? À temps plein. Cela prend une année, car nous publions une édition tous les ans. Donc, nous avons 1 an pour filtrer la langue, pour repérer un bon millier de termes dignes de rentrer, qu'ils sont dans la conversation, qui sont dans les médias, qui apparaissent dans la bouche des jeunes comme des vieux. Et puis, au forceps, nous n'en gardons que 150, étant donné le manque de place. C'est un travail d'une année. C'est un travail d'une année, c'est un défi colossal, car ce qu'il faut préciser, Bernard Cerchilini... C'est un filtrage différent de celui de l'Académie française, qui est centenaire. Mais ce qui est un défi immense pour vous, on l'imagine, c'est que le nombre de mots, par ailleurs, de la langue française augmente considérablement, notamment à cause de la technique, à cause des avancées de la science, à cause de la précision plus grande aussi dans certains champs de recherche. Comment vous avalez, si je puis dire, cette masse nouvelle de termes et de mots? À peu près 20 000 termes nouveaux tous les ans. C'est en gros. Considérable. C'est considérable. Le français va bien, la néologie est dynamique, et il faut trier. Et donc, les lexicographes sont chargés de domaines, la médecine, l'informatique, l'environnement. Nous trions, et nous arrivons à 1000, puis 500, puis 150. Et ça se fait vraiment presque au couteau, parce qu'il faut discuter. On ne rentre pas comme ça au Petit Larousse. Mais pour l'instant, et aussi, nous faisons l'hypothèse que le mot va rester dans la langue. Et depuis 120 ans, nous ne nous sommes pas beaucoup trompés. Maria Candéa, vous souhaitez réagir? C'est un métier, enfin je réagis au rebond parce que ça illustre ce que j'essaie de dire. Barbara Cassin, en tout cas, c'est bien, elle est venue pour des bonnes raisons. Et je rebondis sur les missions de l'Académie qui sont dans ses statuts. Justement, Bernard Cerchilini a précisé, dans ses statuts, on lui demandait aussi une grammaire, une rhétorique, une poétique, ce que l'Académie française n'a jamais produit. Donc, on peut revenir sur ces statuts et redéfinir peut-être collectivement, politiquement,
les missions de l'Académie française. Écoutez, si je Barbara peux... Cassin, je vous en prie. Oui, si je peux intervenir, je vais vous lire, moi, la partie des statuts qui m'intéresse. C'est celle qui est dans l'article 24. Travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Et c'est très beau, symbolique. C'est très beau la rendre pure et éloquente. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais j'en sais rien. Heureusement. Très bien. Mais heureusement, j'en sais rien. Ce que je sais, si vous voulez, c'est que par exemple, moi, ce qui m'a au fond le plus ému par rapport à la langue, c'est au moment où on est reçu à l'Académie, on entre dans une salle et les gens sont debout, les académiciens sont debout. À ce moment-là, en l'occurrence, c'était Hélène Carrère d'Encausse, dit « Madame, nous nous levons en votre honneur. La prochaine fois que nous serons debout en votre honneur, ce sera le jour de votre mort. » Bon, très bien. Ça dit déjà une dimension symbolique forte. Symbolique et solennelle. Je pense que symbolique et solennelle, c'est des choses que les linguistes atterrés n'ont pas aimées, ou n'ont pas supporté, ou n'ont pas vu, je ne sais pas. Et en tout cas, la deuxième manipulation, si j'ose dire, c'est que elle vous conduit par la main devant le grand portrait du duc de Richelieu, assez moche, hein, mais énorme, en pourpre cardinalis, et ensuite elle vous fait faire 3 pas de côté. Elle ouvre un tout petit placard, et on voit Richelieu, tout petit, très très beau petit tableau, Richelieu sur son lit de mort. Et elle dit... Madame En fait, juste, je trouve ça une dinguerie. C'est Barbara Cassin nous dit depuis tout à l'heure que sur le fond, ils sont mauvais. Mais quand même, c'est solennel, il y a du respect, il y a du symbole, et ça, c'est important, et ça, vous ne comprenez pas ce que c'est. Et on se sent pas les couilles du symbole. L'éternité, c'est celle de la langue. Mais c'est beau. L'immortalité, c'est celle de la langue. Donc voilà ce que je veux dire. Au fond, quand on parle d'institutionnaliser, voilà quelque chose comme une institution avec du symbolique derrière. Marie Condé, peut-être une réaction à l'accusation entre les lignes qui vous a été portée. Est-ce que les linguistes atterrés sont embêtés par ce formalisme, par cette institutionnalisation par essence, même et par construction, de l'Académie française? Pas du tout, c'est une institution d'Ancien Régime, donc c'est tout à fait normal qu'elle fonctionne comme ça. Ça peut justifier, et c'est le modèle de l'Académie allemande, par exemple, le fait de continuer à accorder des prix littéraires et montrer un petit peu une prise de position par rapport à la production littéraire en français. Je ne vois pas le rapport avec ce dictionnaire qui est en ligne et qui parle de jaune, se dit d'une personne, d'une population caractérisée par la pigmentation jaune ou cuivrée de la peau, par opposition à blanc et noir, homme de race jaune. Je ne vois pas le rapport entre ce que Barbara Cassin vient de nous raconter et la production, encore une fois, d'un objet lexicographique qui est obsolète, incomplet, inexact, incohérent, hétéroclite. Donc, je pense que la réponse ne se place pas sur le même niveau. Nous, on parle de l'objet qui est mis à la disposition du public et qui est défendu dans sa légitimité, et on se positionne par rapport à cet objet-là, on met en garde le public, tout comme Ferdinand Bruno, un linguiste très connu du début du XXe siècle, qui avait publié, face à la seule grammaire que l'Académie a publiée de son histoire, en 1932, il avait publié un pamphlet, en fait, un essai pour mettre en garde le public contre cette grammaire de l'Académie que l'Académie française, sauf erreur de ma part, ne revendique plus depuis, alors que c'était vraiment intitulé Grammaire de l'Académie française. C'était encore une fois un ouvrage bourré d'inexactitudes, d'erreurs, et ça continue. L'appareillage grammatical du dictionnaire de l'Académie, qui est actuellement en ligne et en vente en librairie, est complètement décalé par rapport à l'enseignement même de la langue française dans les écoles. Je voudrais vous faire entendre la voix de Paul Rondin. Il est directeur de la Cité internationale de la langue française et il nous parle de la langue comme un espace-temps. Le français est une belle langue de l'amour. Je ne sais pas si elle est une langue de la paix, mais en tout cas, elle est une belle langue de l'amour. Au-delà de ça, c'est se redire qu'on ne peut pas toujours être dans une parole, un langage trivialisé, quotidien, agressif, qui ne sert qu'à s'envoyer des boulettes à la tête. Qu'une langue, c'est aussi la complexité. C'est un espace-temps, une langue. Vous savez, il y a plusieurs poètes qui ont dit « mais ma patrie, c'est la langue ». Et peut-être... Le fait d'opposer langue de la rue et langue complexe, niveau connerie, ça se pose là. Hein. Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on se raconte aussi, qu'on reprenne le temps de la parole, de cette parole donnée, de cette parole partagée. C'est pas rien de parler une langue, et c'est pas rien de partager une langue avec quelqu'un, et d'emmener quelqu'un dans sa langue.
Donc, au-delà des mots, et des mots qui peuvent s'illuminer, que sont paix, amour, etc., il y a profondément quelque chose, c'est reprendre langue, reprendre parole. Bernard Cerchellini, si l'on souhaite que la langue, et la langue française en particulier, soit un espace-temps, est-ce qu'il faut nécessairement, et pour ce faire, une pluralité de dictionnaires ? Bien sûr. Et peu de langues ont été pourvues d'autant de dictionnaires. On pense que l'on a rédigé en français 15 000 dictionnaires depuis le premier livre imprimé aux presses de la Sorbonne à la fin du XVe siècle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un regard Raphaël Enthoven sur la aurait langue pu dire la même chose. Une mission. Je ne crois pas que l'histoire de l'Académie française serve dans les écoles. Par exemple, ce n'est pas sa mission. La mission patrimoniale, vous avez dit, je crois que c'est ça, l'Académie française, c'est une institution, comme la cité de Villers-Cotterêts que dirige Paul Rondin avec Mestria. Et la langue elle-même est une institution. Il faut donc des dictionnaires qui prennent le côté institutionnel nécessaire pour un public, pour une mission. Le dictionnaire des francophones, c'est le français mondial dans sa diversité. L'Académie française, c'est la norme. Et la norme évolue, elle évolue lentement, il faut la dire. Et je pense aussi au rôle de l'Académie française en matière orthographique. C'est elle qui a défini l'orthographe et qui l'a fait évoluer. Il peut y avoir aussi un dictionnaire qui donne l'accès à la littérature classique. C'est le TLF. Qui est un corpus admirable d'écrivains des XVIIIe et XIXe siècles. C'est-à-dire, en fait, dictionnaire n'existe qu'au pluriel, surtout pour la langue française. Et il faudrait, je dis aux auditeurs, il faut toujours jouer d'un dictionnaire à l'autre. Et c'est d'autant plus paradoxal que, comme la République laïque est dotée d'une religion d'État, la langue, cette religion est une religion du livre, le dictionnaire. C'est une religion, la langue. Pardon ? La langue française, en France, est une religion. C'est la religion d'État, et c'est une religion du livre, le dictionnaire. Dit, c'est un peu vrai. Et donc je crois que ce qu'il faut, c'est métaphoriquement enseigner parlant, je que comprends le ce que dictionnaire n'est pas unique. De même qu'il faut défendre le plurilinguisme de notre pays, il faut défendre aussi les approches diverses des dictionnaires. C'est une richesse. Barbara Cassin, je vous ai vu faire un mouvement de main lorsque vous avez entendu que l'Académie française, c'était la norme. C'est faux, selon vous ? Non, c'est le rapport entre la norme et l'usage. C'est ça qu'elle essaye de faire. Mais de toute façon, mais ça veut dire quoi ? Essentiel, et c'est ce que dit Bernard, il y a plusieurs manières d'aimer la langue. On peut l'aimer en linguiste et en linguiste atterré. On peut l'aimer en, écrivain et académicien. Et il y a plusieurs manières d'aimer la langue. Dieu soit loué, si j'ose dire un Dieu là-dedans. Maria Candéas, est-ce qu'il faudrait, selon vous, donc, si je vous comprends et si je vous suis, diminuer le rôle de l'Académie française, réduire son rôle à la distribution de prix, notamment ? C'est un choix que la société devrait faire. Je veux dire, je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mais on peut réfléchir. Et je pense que cette 9e édition et dernière pose des questions qu'on n'avait pas avant par rapport à l'Académie française. Effectivement, Bernard Cerchellini le rappelle, l'Académie française a toujours le dictionnaire de l'Académie française a traditionnellement servi principalement à définir l'orthographe. Donc chaque nouvelle édition, on le voit facilement en ligne quand on suit les différentes définitions de mots, on voit que souvent rien ne change d'une édition à une autre, sauf la graphie, dans les premières éditions. Et à un moment donné, cette machine est tombée en panne, ça s'est grippé. Et l'orthographe du français n'évolue plus, ce qui pose d'énormes problèmes pour l'enseignement de cette langue. Le système orthographique du français s'est arrêté en chemin, il est toujours bourré d'incohérences aussi. Donc ça serait vraiment un chantier à reprendre. Depuis 1900, on en parle, et c'était très attendu pour l'édition de 1935. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons historiques, on n'a pas trop le temps de développer ici, mais on a tout est prêt en fait pour la nouvelle grande réforme de l'orthographe. Il est vraiment regrettable que cette 9e édition n'ait même pas mis en vedette les rectifications microscopiques de 90 qui sont juste précisées, elles sont juste montrées soit à la fin de l'article, soit parfois comme variante, mais pas comme dans toutes les autres éditions du dictionnaire de l'Académie où on avait en mot vedette la nouvelle graphie et ça servait, on l'attendait pour ça. C'était vraiment la référence pour la nouvelle orthographe. Bernard Cerchellini a fait un grand non de la main. Oui, parce qu'il se trouve que j'étais chargé du dossier des rectifications 1990. Le travail était fait en accord avec l'Académie française, laquelle joue le jeu, c'est-à-dire que elle s'était arrêtée de moderniser la graphie.
elle diffuse dans son dictionnaire les graphines nouvelles et c'est clair. Et maintenant que le dictionnaire est complet, lui, tu sens que si jamais il peut y avoir un poste, il ira. Je crois que la réforme de 90, enfin 35 ans après, va être mise en œuvre. Et je tiens à saluer la mémoire de Maurice Druon, avec qui nous avons fait cette petite réforme, mais puissamment symbolique, car elle a mis autour d'une table les académiciens, les linguistes, nos partenaires francophones, les éditeurs, tout le monde. Oui. Elle est modeste, mais elle a été réussie. Et ils n'étaient pas atterrés. Ils n'étaient pas atterrés. Et une citation justement de Maurice Druon, la confection d'un dictionnaire, surtout quand il doit être de référence pour des centaines de millions d'usagers d'une langue de par le monde, est une marche de longue haleine où chaque pas rencontre une embûche, une rigole, un caillou. La langue, comme la mer, toujours recommencer. Et avec cela, justement, je vous laisse répondre, Maria Candéa, parce que vous souhaitiez réagir. N'importe qui, n'importe quel auditeur, auditrice peut vérifier en ligne que les entrées du dictionnaire de la 9e édition de l'Académie ne prennent pas en compte les rectifications orthographiques, ni dans le corps des définitions, ni dans les mots vedettes. Donc on trouve à la fin, la plupart du temps, soit en virgule, donc en variante, soit à la fin de la notice, donc il faut dérouler toute la notice pour voir cette graphie ce mot peut avoir aussi une deuxième graphie. Donc, malgré le fait que l'Académie en 90 avait validé ces rectifications, elle n'a pas joué le jeu dans cette 9e édition. Bernard Serki-Glini, au-delà, la langue, et la langue française en particulier, la langue a-t-elle besoin d'une institution pour édicter la norme et même pour surveiller, faire avancer ces évolutions ? La France étant ce qu'elle est. Tout est dit déjà, vous pouvez presque vous arrêter là. L'identité de la France étant fondée sur la langue, elle a besoin d'une institution officielle, importante. Non. On compare souvent les académies des divers pays. On n'a pas ça se passe en Italie, par exemple. Je crois que la Crusca est formée de philologues. Elle publie un très bon dictionnaire, mais elle n'a pas ce rôle politique qu'a l'Académie française. Rire de blanc. J'appartiens à l'Académie royale de Belgique. Nous n'avons ni uniforme, ni fonction officielle. Mais c'est parce que la France est la France. Vous voyez, d'où la France est la France. Je peux me permettre un problème qui se pose à l'Académie française. C'est qu'elle donne la norme de la langue française, mais la langue est mondiale. Et donc, comment un Sénat, pardonnez-moi Barbara Cassin, franco-français principalement, peut édicter des règles pour la francophonie. Là, c'est un problème que l'Académie va devoir résoudre assez vite. Et le problème se pose. La féminisation des noms de métiers, admise par l'Académie, est née au Québec. Dans les années 80, l'Académie, validant la féminisation, pour la première fois de son histoire, a validé un changement linguistique issu de la francophonie. C'est-à-dire que peut-être il y aura d'autres changements issus du Sénégal, issus de Belgique, qui vont être validés. Et il est possible que l'Académie doive s'ouvrir davantage à des experts, écrivains, de la francophonie. Je crois que c'est ça le problème des années qui viennent. Sur ce point-là, Barbara Cassin, est-ce que la réflexion au sein de l'Académie est engagée ou non ? Non, mais ce qui est engagé, c'est le fait que l'Académie, quand on dit qu'elle est franco-française, il y a dedans François Cheng, dont la première langue est le chinois, il y a André Imakine, dont la première langue est le russe, Malouf, évidemment. Le Liban, Amin Malouf. François Cheng ou le jaune, si jamais je voulais faire une blague. Parce que c'est quand même dans l'ordico. L'Angleterre, Michael Edwards, l'Italie, Maurizio Serra, l'Espagne, Mario Vargas Llosa, le Luxembourg, si on veut dire, le Jules. Alors, Bilou, attendez, pardon, que je précise, c'est une référence à cette définition du dictionnaire de l'Académie française. Alors, si je vous l'explique pas là, c'est sûr que vous allez pas comprendre. Elle dit, en gros, elle est en train de nous dire que l'Académie française est internationale, elle est multiculturelle. Bon. Ça, c'est par exemple, pour moi, ça va pas dans ce sens. La définition du mot jaune. Faut avoir la ref. La ref, c'est qu'elle nous défend une académie française multiculturelle quand une bonne partie des définitions sont précisément racistes. Et c'est pas parce que t'as une personne qui est née en Chine dans ton institution que tu peux te targuer d'avoir une institution internationale. Hoffman, Haïti, Dany Laferrière. Je veux dire, moi je veux bien, mais à l'intérieur de l'Académie française, il y a plus d'une langue. Et il y a déjà une réflexion sur ce que c'est que une langue, entre autres. Le français lié aux autres. Donc je trouve ça assez intéressant que l'Académie française, institutionnalisant la langue française, soit composée de quasi... Par le créole haïtien et... Maria Candéa.
On peut quand même comparer l'Académie française avec les académies pour l'espagnol. C'est intéressant parce que c'est aussi une langue internationale qui est langue officielle dans beaucoup de pays. Comme c'est ce que Barbara elle nous fait. Or, pour l'espagnol, chaque pays de langue espagnole a sa propre académie. Elle fonctionne en congrès. Donc ça n'a finalement pour la multiplication des académies. Ces académies produisent un nombre incalculable de dictionnaires super souvent mis à jour, vraiment sans commune mesure. Donc par rapport à ce qui se passe pour la langue espagnole et pour ces outils de normalisation et de standardisation, l'Académie française est une brouette. On ne parle pas d'une personne, on parle de commissions entières, de plein d'équipes de linguistes de tous ces pays-là qui travaillent ensemble et donc qui produisent des dictionnaires pour les étudiants, pour le pan-hispanique, pour des dictionnaires de poche, des dictionnaires encyclopédiques, historiques, etc. Donc, et mis à jour de façon beaucoup plus fréquente. Donc, moi, je pense qu'on devrait être autorisé à comparer les académies entre elles. Et je rajoute le fait que pour l'anglais, il n'existe pas d'académie. Donc, il y a aussi ce modèle-là. Barbara Cassin, et dans ce paysage institutionnel, quel est le rôle de la dictionnaire d'Oxford, l'université d'Oxford, c'est Cambridge, non, qui définit la norme avec la Research Pronunciation. Non, je sais plus. Oui, je le suis toujours. En fait, c'est complètement complémentaire. Moi, je milite pour que l'Académie française tienne des séances de dictionnaire régulièrement ouvertes au sein de la Cité internationale de la langue française. Je suis très heureux de le dire là, parce que ça me paraît quelque chose de très important. Ce qui me paraît très important... Je me permets de vous couper, pardonnez-moi, ça servirait à quoi? Maria Candéa, ouais, très bonne. L'utilité d'une telle proposition, d'une telle idée. Maria Candéa n'est pas francophone de naissance. Donc ça me fait rire qu'on vienne de la chercher là-dessus. Je pense qu'elle connaît un peu le sujet de l'insécurité linguistique et de la situation d'être apprenant. C'est-à-dire les enfants des écoles, et qu'on puisse se mettre à la portée. Vous savez, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à l'académie avec les jeunes, les lycéens, etc. On n'arrête pas de travailler avec eux. Genre quoi? D'une manière ou d'une autre, et à la Cité internationale de la langue française, ô combien. Donc là, pour moi, c'est complémentaire. Voilà, je n'ai pas de... il précise pas, il n'y a pas du tout de notes. Elles ont... Si t'es censé apprendre le français de manière complètement... C'est comme si dans un dictionnaire de l'anglais, toi qui apprenais l'anglais, tu cherchais comment est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est noir, et que tu tombais sur le N-word, sans notes, sans rien, et que tu écrivais le N-word comme traduction dans ta copie d'anglais, tu vois. Bon, on te dirait, par contre, gars, non, tu vois. C'est important de préciser le contexte d'utilisation des mots, tu vois. Chacune leur... et l'intention d'utilisation des mots. Leur génie, j'allais dire, bien que je ne crois pas au génie des langues. Mais elles ont chacune leur génie, c'est-à-dire leur rapport justement au pays et à la nation. Et l'Académie des Espagnols, le dictionnaire des Espagnols. Bon, nous, on ne fait pas un dictionnaire des Français. Il y a un dictionnaire des francophones. C'est génial. C'est pas un dictionnaire des francophones. Oui, je crois que l'identité de la France est fondée sur la langue. La langue, nous la possédons. Tous. Lui, il parle comme Jean-Luc Mélenchon pourrait parler la langue française. Se sentent possédants de la langue et donc comprennent ce qu'est l'Académie. C'est une institution officielle au bord de la Seine. Comprennent que nous partageons une langue avec les Québécois, les Sénégalais, et que cette langue, il faut en donner le dictionnaire. Il faut aussi un outil, mais on croirait un dictionnaire de langue Mélenchon et d'encyclopédie. Il faut participer au commerce des dictionnaires. Voilà. Parce que c'est participer au commerce de la langue et c'est participer à l'esprit d'une nation. Un remerciement chaleureux à tous les trois de cette discussion, de ce débat même autour de la langue française et de la... Bon, écoutez, c'était très intéressant, on a quelques éléments. Alors soit on enchaîne avec... J'ai où? Putain, Jean Pruvot. Ça dure combien de temps, ça? Ça dépend du temps que ça dure. Soit on fait Macron. 45 minutes, pardon. J'ai gueulé un peu fort.